Bienvenue dans cette émission que le monde entier nous envie. C'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec le président directeur général Cédric Simonin, d'Igloo évidemment. Bonjour Eric. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, on va parler des arnaques à la location avec Cyril Cardone, qui est président fondateur d'Arcane. En deux mots, Arcane, c'est quoi? On est une société de conseil en stratégie de risque et on traite de tous les risques possibles et inimaginables en allant de la cyber aux risques humains, personnels, immatériels. Et parmi vos sujets, donc l'arnaque à la location, comment s'en prémunir? Parce qu'il y en a de plus en plus, Cédric Simonin. Ouais, c'est énorme, j'imaginais pas à quel point. C'est un sujet qui est ultra sensible, donc c'était intéressant qu'on puisse le traiter parce qu'avec l'augmentation des transactions en ligne, les arnaques à la location de logements sont devenues un fléau préoccupant pour les locataires et pour les propriétaires. Aussi, dans cette émission, on va traiter 5 étapes essentielles pour vous aider à reconnaître, vous protéger et réagir face à ces fraudes. Alors, Cyril, pour commencer, est-ce que nous pourrions clarifier pour nos auditeurs ce qu'on entend exactement par arnaque à la location? Alors, une arnaque à la location, c'est d'abord un procédé, un process qui consiste à amener le candidat à envoyer une somme d'argent ou des documents à quelqu'un qui est de l'autre côté de la ligne ou de l'autre côté de l'écran. Pour y parvenir, généralement, la personne, l'escroc se fait passer pour un propriétaire bailleur et il propose via une plateforme en ligne, sur un réseau social ou un site, d'envoyer ces documents-là. Donc on ne citera pas de site, il y en a un qui est plus connu qu'un autre, avec des couleurs orange. C'est les grandes plateformes de mais location. c'est les grandes plateformes qui sont sous le coup en fait, de ce type d'escroc, parce que c'est facile de s'y inscrire. L'enjeu et le stratagème pour l'escroc principal, c'est mettre en confiance le client et lui soutirer de l'argent ou des documents, on le verra après. Dans la majorité des cas, il s'agit généralement de fausses annonces. Le bien, il n'existe pas ou il est indisponible. Malheureusement, on le sait bien dans le monde de l'immobilier et du logement, il y a une pénurie de logements pour les étudiants. Et bien souvent, les étudiants sont les premières cibles parce qu'ils sont pressés, la rentrée arrive et on prend ce qu'ils veulent. Et ils ne peuvent pas visiter. Et ils font confiance. Et ils font confiance. Plus facilement. Il faut juste quand même savoir que si on recite par exemple cette grande plateforme en ligne, sur les 3 premières pages, les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, on considère qu'à peu près 30 à 40% des annonces sont fausses. Quand même, c'est énorme. Ce qui est énorme. Donc, et sur 2023, on a eu une augmentation de 17% par rapport à 2022 des arnaques sur le logement. Bon, ce qui est assez logique parce que les gens n'arrivent plus à bouger parce qu'ils n'arrivent plus à acheter, donc ils restent en location. Bon, puis après il y a le Airbnb qui a quand même pris une ampleur assez forte. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les arnaques les plus répandues dans le secteur de la location? Alors les arnaques les plus répandues, il y en a 3 grandes, j'allais dire plus une. Les 3 grandes, c'est l'arnaque au mandat cash. Donc le but du jeu, c'est harponner un locataire, lui proposer un bien qui est super séduisant, attractif, le prix, la déco, souvent un peu en dessous du prix du marché ou alors très 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 en dessous du marché. L'annonce, elle est souvent assortie de photos, descriptions ultra précises. Le but est de faire rêver. Voilà. Et lorsqu'on prend contact avec le propriétaire, généralement, un signe, c'est qu'on a une réponse ultra rapide. Je ne sais pas vous, moi je ne réponds pas tout le temps quand on m'envoie un SMS. Là, c'est un mail et généralement, dans la minute, on a un mail de retour qui revient. Le soi-disant propriétaire souvent justifie qu'il est à l'étranger, qu'il ne peut pas venir, que c'est compliqué pour lui de se déplacer, qu'il est déjà venu et qu'il n'y a pas eu de transaction, du coup il ne veut pas revenir. Et il demande d'envoyer des justificatifs de votre part, donc des documents ou de l'argent pour bloquer le bien. Et cela, il le fait toujours par des plateformes de trading, de finance ou de transfert d'argent, bien connues, Western Union, MoneyGram, NeoSurf. Donc en règle générale, quand il y a ça sur une annonce, c'est fuyé, quoi. Voilà. Ouais, on ne le voit pas forcément sur l'annonce. C'est aussi on ne le voit pas sur l'annonce, on va l'avoir ça. sur le mail retour, généralement. Ouais. Donc ça, c'est mandat cash. Ça, c'est le mandat cash. La deuxième, c'est la mise en location d'un bien qui est indisponible, qui n'existe pas, ou alors, en tout cas, la personne qui vient le faire visiter n'est pas le propriétaire. Donc, on a réalisé depuis un certain temps que les escrocs, ils vont beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont louer pour la journée des Airbnb et ils vous présentent le bien. Okay. Et à la suite de la visite, dans la foulée, ils vont essayer de vous faire signer un contrat de location, en échange surtout d'un versement d'un premier loyer, d'un dépôt de garantie, etc. Et le petit truc, c'est quand même demander à la personne la taxe foncière. Voilà, au moins on a le nom du proprio. Généralement on ne l'a pas, enfin ils ne nous le présentent pas, donc là c'est une arnaque, quoi. Et on ne verse pas d'argent avant la remise des clés. Bien sûr. Jamais. Jamais. La troisième, c'est l'usurpation d'identité. Alors ça, c'est très à la mode. Je reviens sur qui sont ces escrocs. Ces escrocs, alors ils sont surnommés les brouteurs. Alors les brouteurs, ça vient du français de Côte d'Ivoire.
parce que le terme brouteur est né dans les années 2005-2010 sur les arnaques sur le net. Et brouteur voulait dire le mouton, ça venait du mouton, hein, et c'était qui se nourrit sans effort. Et le but du jeu, c'était couper l'herbe sous le pied. C'est couper l'herbe sur le pied en français africain de Côte d'Ivoire, ça veut dire tromper et arnaquer. Donc c'est un mélange de tout ça. Et généralement, ces arnaques venaient généralement de l'Afrique de l'Ouest. Donc les grandes plateformes ont bloqué les adresses IP de ces pays-là. Du coup, ces gens-là ont besoin en fait d'avoir une identité réelle en Europe ou notamment en France, et donc font de l'usurpation d'identité. Je m'explique, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer en relation avec vous, ils vont vous faire monter un dossier de location, mais le but du jeu, c'est pas vraiment l'argent, le but du jeu, c'est que vous leur envoyez des documents. Donc des RIB, des cartes d'identité, des loyers, des extraits de date de naissance, etc. Et tout ça leur permet de réouvrir des comptes en banque. Alors vous me direz, les banques le diraient non, mais pas les banques en ligne. Et de créer des fausses identités, recréer des sites internet, bref, se créer une identité virtuelle, mais en apparence véridique. Et la quatrième bonus? Je reviens juste à un truc, c'est que souvent on est obligé d'envoyer des documents, parce qu'on est à l'étranger, ou c'est pour un de ses enfants, etc. Et donc il y a quand même un petit truc, c'est on va revenir comme ce qu'on faisait avant quand on vendait une voiture, c'est on fait une photocopie de sa carte, s'il faut l'envoyer, une carte d'identité, mais on la barre, et on écrit dessus à la main avec un feutre... Sur la photocopie, envoi de ce document, etc. Et il existe également un site gouvernemental qui s'appelle Dossier en ligne, sur lequel on peut créer un dossier de location. Et du coup, le site gouvernemental met dessus des filigrammes qui sont très compliqués à envoyer. Voilà, c'est quand même un petit truc, parce qu'on n'envoie pas sa carte d'identité ou ses documents par le net, et ça permet de simplifier les choses. Enfin, de manière plus générale, on a les arnaques courantes qui sont... les sites miroirs, c'est-à-dire que les escrocs vont recréer un site qui existe, par exemple, d'une grande agence immobilière, mais dedans vont insérer des faux liens et des fausses images et des fausses annonces. Le but du jeu, c'est tromper. Et donc là, alors il faut être un tout petit peu geek, mais en fait, c'est intéressant d'aller quand même toujours revérifier les noms de domaine, s'il n'y a pas des suites de chiffres ou de noms qui continuent derrière, et vérifier. On peut aller jusqu'à vérifier si le nom de domaine existe, voilà, et bien rattaché à une annonce. Et puis on a les faux mails. On a réalisé depuis un certain temps que quand on visite des sites, alors qu'on n'a rentré aucun critère de visite, on n'a pas pris de contact avec l'agence, on n'a pas rentré son mail, on n'a rien rentré, le soir même on reçoit des propositions de logement qui correspondent à ce qu'on a visité. Donc ça c'est pas possible, parce que de toute façon il y a la loi qui l'interdit. Et puis ça veut dire qu'en fait c'était un faux mail, c'était un faux site, et que le site, en fait, il vous a scrollé, c'est-à-dire qu'il vous a mis dans une bulle et a regardé ce que vous vouliez, et il vous envoie des fausses annonces. Donc, extrêmement vigilant. Ça fait froid dans le dos. Alors, ce que vous dites. Maintenant que tout le monde est flippé, on parle un peu de prévention. Oui. Parce que là, on parle d'immobilier de location, oui. mais sur toute la ligne. Sur toute la ligne Alors, il faut savoir que 65% des Français se sont fait avoir un jour par d'une arnaque en ligne, en fait. 65%. 65%, c'est le chiffre 2023, ça augmente tous les ans. Oui. Voilà, tout va bien. On peut passer entre les gouttes, mais il faut être vigilant. En fait, il faut devenir super vigilant et devenir soi-même son propre investigateur, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on va en parler, puisqu'on parle de prévention maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire ou nous guider dans les meilleures pratiques pour se protéger contre ces arnaques? Comment on se protège? Je vais dire quelque chose de simple, c'est attention aux annonces trop belles. C'est la première des choses. Alors, au risque de vous décevoir, mais dans le monde de l'immobilier, il n'y a pas de super affaire. On n'a jamais trouvé un méga appartement avec une piscine pour 600 €. Ça n'existe pas. Mais c'est mieux de le dire. Donc, effectivement, il y a l'annonce trop belle, mais il y a aussi le loyer qui est anormalement bas par rapport à la superficie du logement, les photos qui sont beaucoup trop belles par rapport à la qualité ça peut arriver quand même, des belles photos sur un site. Ça peut arriver, mais moi, je peux vous présenter des photos de villas qui correspondent pas du tout au studio, quoi. Oui. Voilà. On a les annonces qui sont aussi maintenant trop bien rédigées. On a l'arrivée de l'intelligence artificielle qui fait que l'escroc qui écrivait un peu moyennement bien, maintenant est super aidé par la technologie. Et donc, on a des annonces qui correspondent parfaitement, en plus, à nos recherches. Parce que ça fait un peu de social engineering, donc ça va cibler tel type de catégorie sociale et ça va écrire parfaitement pour cette catégorie. Et puis, en fin de compte, comme je l'ai dit, n'envoyez jamais d'argent avant d'avoir vu le logement et avant d'avoir signé un contrat de location. Remise des clés, à ce moment-là, on peut mettre en place dans le monde, le virement du loyer, par chèque, la caution. Que par chèque, puisque c'est la loi, ou par virement. Ouais, voilà. C'est ça. Mais uniquement quand on a les clés. Et même l'agence, on ne la paye pas avant. Normalement, non. Oui. Normalement, non.
Après, ça, le premier truc, c'était les annonces. La deuxième chose, c'est méfiez-vous des situations d'urgence. Alors ça, c'est un grand truc. Ça s'utilise dans le marketing tous les jours. Hein. Il vous reste 3 places, dépêchez-vous, etc. Mais la technique, c'est mettre la pression au futur locataire en jouant sur l'aspect psychologique de la perte de chance, hein, le biais cognitif. Ça marche super bien, puisqu'en règle générale, on se presse. On ne peut pas faire autrement que se battre contre son propre cerveau. Et le but, en fait, de tout ça, c'est influencer les gens à prendre une décision qu'on ne prendrait pas si on avait le temps. Voilà. Mais d'autant plus que vous l'avez dit en préambule, la difficulté pour les étudiants de se loger, parce que c'est l'enfer Oui. hein, pour ceux qui ont des gosses en âge d'être étudiants, c'est la guerre pour aller chercher un logement. Donc je vais presque dire, la crise de l'immobilier, telle qu'on en a déjà parlé à de nombreuses émissions, ont aussi ce genre de conséquences, parce qu'il y a tellement de pénurie de logements que lorsque à Paris, pour un logement, vous avez 30, 40 ou 50 annonces, et encore, on a déjà entendu du 200, 300, mais en moyenne c'est 40. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le propriétaire, il n'a pas envie de s'embêter, parce que le vrai propriétaire, hein, il n'a pas envie de s'embêter à avoir à chaque fois quelqu'un, etc. Il dit envoyez-moi tout ça, lui il s'embête pas, ceux qui n'envoient pas, ils n'envoient pas, ceux qui envoient, ils envoient. Donc vous êtes obligé d'envoyer. C'est vraiment un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, c'est pour ça que, bon là on a vu les annonces et puis la situation d'urgence. Après, le troisième point, c'est de faire soi-même ses vérifications. Mais en fait, c'est un faisceau d'indices. Si tout ça colle pas à un moment, il vaut mieux arrêter. Dès qu'on a un doute, il vaut mieux arrêter. Un petit doute, voilà. Même un tout petit doute. On en parlait en préparant l'émission, il y a faire parler, c'est-à-dire vraiment faire parler le propriétaire sur le bien pour voir si le faire parler. Au bout d'un moment, si c'est pas son bien, il va vite caler. Hein. Alors il y a un petit jeu, c'est que l'escroc, son truc, c'est le temps. Donc il y a un moment, il n'a pas envie de perdre du temps. Donc c'est pour ça que tout va très vite, il faut payer vite, il envoie vite les documents, il veut vite avoir en retour les documents demandés. Si on commence à rentrer dans les tractations et qu'il dit bon écoutez, c'est ça, j'ai 15 personnes sur le dos, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment, plus une annonce trop belle, plus un prix qui est en dessous du marché, plus. Ouais. Bon. Tous ces facteurs cumulés. C'est en monde policier, on dit un faisceau d'indices, mais c'est exactement ça. Il y a trop d'éléments qui ne correspondent pas à la réalité. Donc maintenant, on a vu 6 Français sur 10 se sont déjà fait avoir. Ouais. Maintenant, on suppose qu'une annonce est frauduleuse. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez de faire dans cette situation ? Quand on suppose que l'annonce est frauduleuse, il y a plusieurs solutions. C'est que souvent sur ces sites, alors je parle des grandes plateformes, il y a des boutons. Il y a des boutons, on appelle ça des call to action, mais il y a des boutons d'alerte où on peut prévenir un service client qui dit, où on dit on a un soupçon d'escroquerie ou d'arnaque, etc. Et donc le site va aller vérifier parce que c'est de sa diligence d'administrer le site. Et on peut expliquer le prix de l'annonce ou la personne n'est pas cohérente dans ses dires. Et puis, on a également un site internet officiel de l'État français qui marche plutôt bien, qui s'appelle Signalement ou Signalement Escroquerie. Et alors, on peut aller dessus et refaire la même chose. Ça existe sur Twitter, sur Internet, sur Facebook. Ils sont partout. Il y a même un numéro de téléphone. Je sais pas si les gens appellent véritablement, mais en tout cas, via Twitter, ça marche très, très bien. Voilà. Et alors maintenant, dans le cas malheureux où on s'est fait avoir, quelles sont les démarches à suivre pour gérer au mieux cette situation ? Les 2 gros points, c'est la première chose. Alors, c'est qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a effectivement envoyé un mandat cash, donc c'est-à-dire qu'on a envoyé du liquide à quelqu'un, ou est-ce qu'on l'a fait via un chèque ou une carte de crédit ou un virement ? Donc, si c'est le mandat cash, je suis désolé, mais on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Vous êtes victime d'escroquerie et vous êtes allé dans l'escroquerie de vous-même. Vous avez payé vous-même. Ça va être très compliqué. Ça n'empêche pas qu'on peut aller porter plainte quand même. Ça n'engage à rien. Ça permettra, avec les documents qu'on peut ramener à la police, à la gendarmerie, de peut-être circonscrire un peu la personne qui était au bout, faire remonter l'information. Enfin, en tout cas, les services des forces de l'ordre remontent les informations aux plateformes. Quand on a réglé par un instrument bancaire comme la carte de crédit, un virement ou un chèque, par exemple, premièrement, on appelle ça banque parce qu'il y a une procédure qui s'appelle le chargeback qui permet, dans un délai de 5 jours, si on appelle sa banque, la banque, elle met en place une procédure de diligence et elle peut, avec le dépôt de plainte qui aura été fait à la gendarmerie ou à la police, elle est capable de faire revenir l'argent. Alors en tout cas, elle se fait revenir l'argent, soit par la marque de la carte de crédit, Visa, Mastercard, ce qu'on veut, soit par elle-même, et elle recrédite votre compte. Ça, c'est la loi, c'est obligatoire. Quelle que soit la somme, c'est obligatoire. Mais pour ça, il faut donc aller porter plainte. Donc c'est souvent un peu long. Il faut le faire, même si c'est pour 500 balles, ça vaut le coup. Et donc pour ça, il faut... ça vous prend un peu de temps, mais
Vous faites des copies d'écran, des dialogues, de ce que vous avez fait. Vous ramenez un dossier complet en papier, en fait, au policier ou au gendarme. Et ça permet, alors je ne vous cache pas que la plainte n'aboutira jamais, quasiment jamais, mais en tout cas, ça permettra de signaler, en tout cas, cet escroc, cette adresse IP, cette annonce, etc. Ça remonte dans des fichiers, ça remonte auprès des plateformes, et puis ça permet aussi peut-être que d'autres victimes ne tombent pas dans l'arnaque. Voilà, principalement. Voilà, et ça permet de se faire rembourser Et par ça sa permet banque. après de se faire rembourser par sa banque, quelle que Vous soit la l'avez somme, dit. je précise. C'est une obligation légale. Merci de ces précieuses informations. On espère que vous n'êtes pas un escroc, du coup. Et donc, il a fait tout le contraire. Non, je plaisante, évidemment. Président fondateur d'Arcane, c'est Cyril Cardone qui était notre invité aujourd'hui dans Igloo sur igloonair.com. C'est toutes les émissions, c'est le site internet d'Igloo. Et puis aussi, évidemment, sur Facebook, Igloo on Air, sur les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube et topmusic.fr. Merci Cédric Simonin, merci Cyril. Merci.